Bonjour et bienvenue à une autre petite section de notre cours, de la révision de notre cours de sciences humaines. On parle de la section médiévale, donc du Moyen Âge, et ici on parle de la France en guerre ou le début de la guerre de 100 ans. Donc qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Ici, on a beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de noms, beaucoup de choses à regarder. J'espère que tu as vraiment bien pris les notes en classe. Ça va devenir extrêmement important que tu reconnaisses les noms de chaque personne ici. Et même les dates. Donc, fais attention à tout ça parce que ça peut toujours revenir. Donc, le début, la France est en guerre. Et elle est en guerre contre qui, tu penses? Contre l'Angleterre. Ça a toujours été des grosses bagarres entre les deux. Maintenant, la guerre de 100 ans, qu'est-ce que c'est? Bon, ça a commencé en 1328. Le dernier fils de Philippe le Bel meurt et il n'y a pas d'enfant. Parce qu'il n'y a pas d'enfant, maintenant, il y a deux membres de la famille de l'ancien roi qui deviennent candidats pour devenir roi. Tu as le premier, le roi d'Angleterre, Édouard III, et Philippe de Valois. Ces deux personnes-là devraient être, ou peuvent devenir les rois de la France. Les seigneurs français, eux, préfèrent Philippe de Valois parce qu'ils veulent avoir un roi qui est français. Et donc, il prend le nom de Philippe VI. Là-dessus, Édouard III, pas très content, décide de rentrer en guerre contre le nouveau roi, parce que lui voulait aussi, Édouard III, devenir le roi de France. Philippe VI a eu beaucoup de défaites graves. Donc, il s'est battu contre Édouard III et il s'est fait battre souvent, parce que les Français n'ont jamais vraiment été très très bons à la guerre, donc les Anglais ont toujours été meilleurs. La pire défaite qu'il y a eu, ça a été la bataille de Crécy de 1346. Où est-ce que c'est qu'il y avait les arbalètes qui sont beaucoup plus puissants que l'arc et les flèches. Donc les Français ont les arbalètes. C'est des armes qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, mais c'est beaucoup plus lent parce qu'ils doivent toujours remettre avec une manivelle. C'est un gros processus à refaire, toujours à remettre les flèches dedans. Donc ça devenait vraiment très difficile. Et les Anglais, les archers anglais étaient de loin supérieurs avec leur grand arc. C'était une force militaire incroyable en Europe, les archers anglais. Philippe VI disparaît et ça devient Jean le Bon qui prend sa place. Jean le Bon se fait prendre prisonnier et parce qu'il est pris prisonnier, il donne le sud-ouest de la France à Édouard III. Pendant que Jean le Bon est en prison, le dauphin, Charles, convoque les États généraux. Donc, c'est comme le Parlement en France. Et il veut avoir d'eux autres, parce que le dauphin, Charles, lui, était là pour remplacer Jean, qui est en prison. Et il voulait avoir l'autorisation de faire lever un impôt. Donc, il y avait besoin d'argent pour pouvoir ça. En échange, les nobles qui était l'idée, leur leader était Étienne Marcel. Ils disent, OK, on va te laisser lever un impôt, mais
tu dois nous donner une partie du pouvoir. Donc, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Charles V, qui se trouve être le même Charles qu'on parlait, là, le dauphin, Charles V devient roi en 1364. Il va rétablir l'ordre, il fait sûr qu'il y a des bonnes finances et il finit par réorganiser son armée. Donc, c'est un bon roi dans cette manière-là de voir. Et il a quelqu'un qu'on appelle le connétable du Guesclin, qui va reprendre les domaines, ou la grande partie qui avait été donnée à l'Angleterre. Au début, c'est du Guesclin qui reprend ces terres-là, ou la grande partie en tout cas, des terres qui avaient été prises par les Anglais. Il y a des problèmes maintenant en France. La France est déchirée, elle est envahie, elle est divisée. Donc en 1380, Charles VI devient roi. Mais il tombe dans une folie incroyable et son autorité royale est très affaiblie. Le gars était incapable de gérer le royaume. D'ailleurs, son nom s'appelait Charles VI le Fol. Okay? Les grands seigneurs, il y avait des grands seigneurs, deux grandes familles, les Armagnacs et les Bourguignons. Lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une faiblesse chez le roi, c'est eux qui ont décidé d'essayer de reprendre le pouvoir en France. À partir de 1407, la France est dans une guerre civile. C'est rendu à ce point-là, ces deux grandes familles-là essayent de contrôler la France de chacun de leur côté et ça ne fonctionne pas vraiment parce que les deux se battent. Pendant ce temps-là, le nouveau roi d'Angleterre, Henri V, profite des divisions. Les Bourguignons demandent au roi d'Angleterre de les aider contre les Armagnacs. Et il dit, OK, je vais reprendre la place, ça va me permettre de reprendre le pouvoir du pays. Donc il débarque en France et il va complètement écraser l'armée de Charles VI à Agincourt en 1415. En 1420, donc 5 ans plus tard, Charles VI fait un traité, le traité de Troyes, qui fait du roi d'Angleterre son héritier. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, OK, on va signer un traité comme quoi tu ne nous attaques plus, mais tu vas être capable de marier ma fille. Donc, Henri V marie Catherine de Valois, qui se trouve être la fille de Charles VI. Donc, ça a été une façon d'arriver à contrôler ou d'empêcher les Anglais de complètement démolir la France. Et ils ont été, à ce point-là, ils se sont entendus sur l'idée que Henri V allait marier la fille de Charles VI, Catherine de Valois. Dans le cours, il y a toute une section qu'on voit au sujet d'Agincourt et de William Shakespeare dans son œuvre de Henri V, au sujet d'Henri V, où il fait tout un discours mémorable au sujet de cette attaque-là à Agincourt. On a aussi vu quelques vidéos là-dessus, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est vraiment que pour te faire comprendre que c'est vraiment... C'était quelque chose de vraiment important ici. Donc, on avance dans le temps. Et en 1422, Henri V et Charles VI meurent, les deux. Et ça devient maintenant le très jeune Henri VI, qui est le fils d'Henri V,
que lui devient le roi d'Angleterre et de la France. Il n'est pas reconnu par contre par les Armagnacs. Les Armagnacs n'en veulent pas dans les provinces du Sud, parce qu'eux autres, ils veulent continuer de supporter Charles VII. Donc maintenant, il y a beaucoup d'Anglais en France, on a des problèmes. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive une personne, Jeanne d'Arc. Et c'est elle qui a enfin libéré la France. C'est qui Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, c'est une jeune paysanne qui vient de la région de excusez, Domrémy, en Lorraine, et du village d'Arc. C'est une personne qui est très croyante. Elle entend des voix, et ces voix-là, dans sa tête, lui ordonnent de quitter son village pour chasser les Anglais en dehors de la France. Donc en 1429, elle va voir Charles VII, qui lui est réfugié à Chinon. Charles VII dit à Jeanne d'Arc, à Jeanne, il va, OK, je vais te donner une petite armée et on va voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Elle a réussi à libérer Orléans. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de libérer Orléans? Les Anglais étaient là, OK? Ils étaient là en 1429, puis Jeanne d'Arc les a sortis parce que c'était important d'avoir accès à la cathédrale qui était là. Les personnes voulaient que le roi de France soit couronné à la cathédrale de Reims. Et c'était la seule façon, c'était de libérer Orléans. Donc elle l'a conduit, Charles VII, à Reims, la cathédrale, où est-ce que traditionnellement la monarchie se fait sacrer, se fait couronner. Et on a pris Charles et on l'a fait devenir le vrai roi de France. Quand on voit ça, il y avait un problème avec ça. Jeanne est une femme. Et maintenant, elle a énormément de pouvoir. Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'on voit ça? On a commencé à avoir vraiment peur de Jeanne. Donc, on l'a capturée et on l'a donnée aux Anglais. Les Anglais, qui venaient de se faire battre par elle, ont décidé de la brûler. Donc, ils l'ont fait brûler vive à Rouen en 1431. Merci pour tes services, Jeanne. On va te faire brûler. You're fired. Wow. Après la mort de Jeanne, Charles VII se réconcilie avec les Bourguignons, donc il revient ami avec les Bourguignons, qui eux autres contrôlent l'Est de la France. Et avec ces deux groupes-là, ils ont décidé de chasser les Anglais de presque tout le territoire. En 1453, au moment où c'est presque la fin de la guerre de 100 ans, le roi d'Angleterre a seulement une petite ville qui se trouve à être Calais, en France. Maintenant, la monarchie est beaucoup plus puissante. Donc, les rois deviennent de plus en plus puissants. Ils ont amélioré leurs finances, ils ont créé des impôts, et ils vont chercher ces impôts-là dans tout le royaume. Le nom de ces impôts-là, c'est la taille, la gabelle et les aides. Donc, jusque vers 1440 à peu près, le roi convoquait les États généraux pour leur demander de voter l'impôt. Mais après cette date-là, il ne prend même plus la peine de demander de voter l'impôt. Ça devient des impôts permanents.
Il n'y a plus personne qui peut dire ou faire quoi que ce soit quand le roi parle. C'est ça qui arrive et c'est tout. Les rois ont développé leur armée. Ils ont créé une armée salariée, donc ils payent leurs soldats, qui va se battre à côté de l'armée traditionnelle. Donc ils ont leur armée traditionnelle qui, eux autres, ne sont pas nécessairement des soldats payés, mais ils sont quand même des bons soldats. Et tu as les autres qui, eux autres, se spécialisent au combat. Au 15e siècle, l'armée est devenue permanente et a même commencé à utiliser de l'artillerie lourde. On parle de canons, on parle de choses comme ça. Donc, après la guerre, le duc de Bourgogne est aussi très puissant. Une personne, Charles le Téméraire, qui se trouve à être un duc. Il a été duc de 1467 à 1477. Il est maintenant à la tête d'un immense domaine en Bourgogne et en Flandre. Il gouverne comme un souverain. Il gouverne ça comme si c'était un roi. Mais quand il est mort, le roi de France, Louis XI, a décidé de prendre ces terres-là. Et il en a fait qu'est-ce qu'ils appellent le domaine royal. Il devient extrêmement grand. Et c'est pas arrivé une fois depuis que les rois et les capetiens ont été aussi respectés. Donc, c'était le temps où est-ce que c'est qu'ils étaient le plus respectés. Et voilà, ça c'est la petite revision au sujet de la France en guerre, le début de la guerre de 100 ans. À la prochaine.